Bonjour à tous, je m'appelle Nora Olsen. Je travaille avec l'équipe de spécialistes de la pomme de terre à l'Université de l'Idaho, localisée au sud de l'Idaho. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler des techniques d'entreposage des pommes de terre contaminées. Je sais que ça va paraître un peu théorique, mais il est toujours important de garder en tête les objectifs de l'entreposage. Qu'est-ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas changer? Parce qu'en effet, ça va nous aider à comprendre sur quoi nous pouvons agir pour gérer les pommes de terre malades en entreposage et quelles en sont les conséquences. Un des buts que l'on poursuit est lié à la respiration et comment on va gérer cette respiration plus élevée en entreposage. On essaye de fournir de l'humidité pour minimiser l'évaporation ou les pertes d'eau de ces pommes de terre. On a vraiment besoin d'air frais et aussi d'extraire le CO2 ou dioxyde de carbone. Un autre sujet dont on va beaucoup parler est de réduire la température et de maintenir les températures souhaitables. Et il y a encore bien d'autres choses que l'on doit assurer, comme sécher les pommes de terre mouillées, prévenir la dissémination des maladies dans l'entrepôt, empêcher l'apparition de nouvelles maladies et éviter la condensation. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'entrepôt et les pommes de terre abîmées ou malades libèrent beaucoup d'eau. Enfin, il reste la grande question suivante. Si on gère l'entrepôt en fonction des pommes de terre abîmées ou malades, quelles vont être les conséquences sur les pommes de terre saines, celles qui vont vous rapporter un revenu au bout du compte? Eugenia Banks, de l'Ontario Potato Board, a eu la gentillesse de m'envoyer des images de l'année passée et quelques informations sur les problèmes que vous avez eus de votre côté. Vraiment désolé que vous ayez eu à vous battre contre le mildiou. C'est déjà difficile dans le champ, et si la pourriture saisit l'opportunité de rentrer dans l'entrepôt, ce n'est jamais une situation facile. Voici d'autres photos qu'elle m'a envoyées. Malheureusement, vous avez aussi été exposé à des hautes températures durant la récolte. Encore une situation pas facile. Ajoutez cela à une année à mildiou, plus le potentiel de pourriture aqueuse et de pourriture rose. Elle m'a montré aussi que vous avez eu un peu de pectobacterium et de pourriture molle. Tout ça crée vraiment un sérieux mélange, un mélange complexe de plusieurs maladies, spécialement celles qui vont se répandre assez vite dans l'entrepôt. Et vous ne serez peut-être pas aidé par l'air extérieur dans cette situation. Ici, en Idaho, nous avons eu nos années de bataille contre le mildiou dernièrement. Mais nous avons aussi des années sans mildiou, du fait de notre environnement aride. C'est pourquoi mes commentaires aujourd'hui vont être basés sur ce qu'on a fait durant ces années de mildiou qu'on a traversées et aussi sur les recherches supplémentaires que nous avons mises en place pour voir comment gérer ce mildiou dans les entrepôts. Mais les deux maladies que nous rencontrons régulièrement chaque année sont la pourriture aqueuse et la pourriture rose. Ces deux-là sont bien connus pour arriver lors des saisons de récolte plus chaudes et sont donc dépendantes de la variété et des températures. Nous avons passé pas mal de temps à faire des recherches là-dessus. Donc, quand on commence à parler de pommes de terre fragilisées, on fait souvent référence à comment gérer la pourriture aqueuse ou la pourriture rose, soit au champ, soit à la récolte, soit encore à l'entreposage. En fait, cela fait quelques années que nous n'avons pas eu d'année à mildiou, mais en 2019, nous avons eu un gel intense dans plusieurs secteurs de l'Idaho. Ça a été un gros défi. Mais si on repense au côté positif, finalement, ça nous a vraiment appris à gérer de la glu, littéralement, à gérer de la pourriture, de la décomposition et à savoir quoi faire avec ces patates abîmées. En résumé, plusieurs de mes commentaires d'aujourd'hui seront basés sur ces expériences. Suite à cette récente année de gel que nous avons vécue, voici donc des recommandations auxquelles nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à ces recommandations dans une situation liée au gel, mais la plupart d'entre elles seront tout aussi valables pour la pourriture aqueuse, sauf qu'on se préoccupera aussi de la température. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, regardons ces points et surtout la question de la circulation d'air. Si vous devez faire face à un réel problème de décomposition, comme après un gel ou une éclosion de pourriture aqueuse, vous pouvez tirer avantage au maximum de l'entrée d'air extérieur et fermer périodiquement les conduites d'air qui mènent vers les pommes de terre en bon état.
Vous pouvez utiliser des conduits d'air ou des ventilateurs à grains dans certaines parties de l'entrepôt et des unités additionnelles de ventilation et des chauffages des tas de pommes de terre. En réalité, il faut pouvoir agir sur la condensation. Comme on l'a déjà dit, il y a beaucoup d'eau dégagée par les pommes de terre atteintes par le gel et ensuite, celles en décomposition relâchent aussi de l'eau. Donc, on en vient à un problème de condensation. En augmentant artificiellement le retour d'air avec du chauffage, on augmente l'entrée d'air frais et on coupe une partie de l'humidité. J'ai mis un astérisque ici. En effet, sur ce point, quand on commence à considérer certaines maladies, la question devient jusqu'à combien voulez-vous couper l'humidité? Parce qu'on arrive à nos points sur cette deuxième colonne et ce sont les conséquences de ces choix techniques sur les pommes de terre saines. Évidemment, c'est un jeu d'équilibre à jouer, puisque en diminuant le taux d'humidité, on risque une perte de poids des patates saines. Mais si c'est le moyen grâce auquel vous allez pouvoir empêcher les maladies de se répandre et limiter les pertes, évidemment, c'est une décision à prendre. Donc, que nous dit notre deuxième colonne? La deuxième colonne, c'est nos objectifs d'entreposage, comment on va avoir un plan concret, prioriser et planifier en sachant que ce plan peut changer puisqu'on ne sait pas comment ces pommes de terre vont réagir en entreposage. Mais au moins, il faut avoir une idée de pourcentage des maladies présentes, que ce soit le mildiou, la pourriture rose, le pythium ou quoi que ce soit que vous pourriez voir apparaître dans l'entrepôt. Et aussi, vous planifierez la logistique des conditions de stockage. Quels sont les systèmes en place? Comment ça va fonctionner? Et vous adaptez vos capacités d'action au fur et à mesure. On doit aussi penser aux conséquences des maladies présentes sur les pommes de terre saines. Je ne peux pas souligner assez l'importance de ce point. Vous devez évaluer régulièrement les risques et les résultats raisonnablement prévisibles. Donc, au final, qu'est-ce que vous pouvez anticiper? Quels sont les risques? Que pouvez-vous faire? Tout en gardant en tête que cela peut changer d'un mois à l'autre, que les résultats peuvent varier d'un entrepôt à l'autre. Vous devez donc gérer en protégeant au mieux vos profits. Je crois que c'est le point important. Quelles sont les possibilités raisonnables et quel profit peut-on tirer de la situation? En fait, on va vous dire que vous pouvez utiliser telle ou telle méthode, appliquer tel ou tel produit, mais vous devez toujours rester réaliste et voir ce que vous pouvez faire et ne pas faire dans votre situation. Donc, si on revient à nos objectifs et à nos options en entreposage, nous avons du contrôle sur la ventilation, la température et l'humidité. C'est pas mal tout ce que nous avons. Donc, nous devons les utiliser au mieux face à la situation donnée. Une des choses que le gel nous a apprises pour ce qui est des décisions de gestion, c'est par exemple que dans cette unité d'entreposage avec un seul lot et un seul système de ventilation en place, il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'elles étaient toutes affectées. Donc, on peut juste essayer de sauver une partie du lot. C'était le mieux qu'on pouvait faire. Quoi faire dans la situation où on a une unité d'entreposage avec un seul système de ventilation, mais où toutes les pommes de terre ne sont pas atteintes? Peut-être que seulement la moitié du lot est d'une variété qui est peu susceptible au mildiou ou à toute autre maladie, ou peut-être qu'elle provenait de champs différents. Là, ça devient un peu plus complexe. Comment allez-vous gérer cela? Que faire avec les pommes de terre malades tout en essayant de sauver celles qui sont saines? Vous aurez d'autres décisions à prendre dans le cas d'un espace d'entreposage divisé en deux avec un seul système de ventilation. Comme vous le voyez ici, on a plus d'eau qui s'écoule de la section de gauche, qui est atteinte soit par le gel, soit par la maladie, que l'on en a de la section de droite. Dans cette situation, si vous commencez à réduire le taux d'humidité, oui, c'est une bonne décision pour la section de gauche, mais pas forcément pour celle de droite. Donc, vous constatez que réalistement, les pommes de terre de la section de droite vont devoir se conserver avec moins d'humidité. C'est le genre de cas concret où c'est facile pour les conseillers de dire réduisez l'humidité. Mais que vaut cette recommandation dans une telle situation? D'un autre côté, si vous avez un vraiment bon lot de pommes de terre de transformation, par exemple pour des frites, dans l'entrepôt de droite, vous ne voudrez pas forcément descendre la température trop basse pour gérer le lot de gauche. C'est une situation complexe.
Donc, c'est important de bien connaître ses options et d'avoir des plans B au cas où de telles situations arrivent. Vous voulez vraiment essayer d'éviter une situation comme celle-ci du mieux que vous pouvez. Vous voulez éviter que tout le lot dépérisse et plutôt arriver à conserver une quantité de pommes de terre commercialisables. Parlons maintenant spécifiquement du mildiou à l'entreposage. Nous savons quels cultivars sont plus ou moins sensibles. C'est vraiment la clé, pas seulement au champ pour le mildiou sur les feuilles, mais aussi parce que la sensibilité du tubercule varie. Donc, connaître ces risques à l'avance est important. Évidemment, maintenant qu'on est rendu à l'entreposage, on ne peut pas revenir dans le temps sur ce qui s'est passé au champ et vous n'avez sûrement pas envie d'en entendre parler de nouveau. Mais c'est sûr que le contrôle des maladies au champ est une étape importante. À l'entreposage, on veut éviter une température tiède de la chair des tubercules, les blessures et aussi les conditions humides. Ce sont les 3 facteurs majeurs sur lesquels on peut jouer pour réduire le risque de dissémination du mildiou dans l'entrepôt et même celui d'une éclosion de pourriture molle par la suite. Trier et éliminer au chargement. Vous pouvez même le faire dans l'entrepôt, ce qui peut aider à minimiser la quantité de débris et de terre. Cela peut faire une différence parce qu'évidemment, on ne veut pas surcharger la circulation d'air. On veut des conditions où le plus possible d'air peut entrer et circuler. Nous avons déjà mentionné de réduire la chaleur provenant du champ et cela peut être un peu plus difficile selon les températures extérieures. À moins que vous n'ayez un système de réfrigération en place, toute la difficulté est d'arriver à sortir les degrés en trop. Nous allons beaucoup parler des températures ici. Évidemment, les températures plutôt basses sont un meilleur choix, un choix plus efficace à cette étape pour la cicatrisation. Je sais que certains d'entre vous produisent des pommes de terre pour la transformation en frites et cela ajoute de la difficulté puisqu'il faut trouver le juste milieu entre conserver la bonne couleur de tubercule souhaitée et essayer de sauver le lot et d'empêcher que la décomposition ne s'installe. Donc, rappelez-vous que les températures plus basses sont quand même préférables. L'aération immédiate est recommandée avec des hauts taux de ventilation. Ensuite, on parlera des traitements après récolte qui peuvent être utilisés au moment d'aller en entreposage et même durant l'entreposage. Souvent, nous donnons la recommandation de récolter entre 7 et 18 degrés Celsius, mais ce ne sont pas des valeurs absolues. Les limites sont parfois floues. C'est pourquoi sur ce graphique, on a ces lignes tortillées ou sinueuses. Il arrivera qu'on commence la récolte au-dessus de 18 degrés et donc le risque de maladie est plus grand, évidemment. Des températures de 7 degrés et moins vont aider pour la gestion des blessures au tubercule, comme les blessures mécaniques dues au choc ou les blessures de pression. Les risques augmentent avec des températures plus hautes, mais les limites n'étant pas absolues, cela veut dire que dans le cas où vous récoltez à 18 degrés, certaines variétés vont être plus sensibles à une éclosion de maladie que d'autres. Peut-être que vous n'avez pas les moyens techniques dans votre entrepôt de gérer des lots de pommes de terre à une température élevée, et n'oublions pas que vous vous retrouverez alors avec un potentiel de mildiou sur les tubercules, ou même de pythium ou de pourriture rose. Donc, à ce moment-là, vous allez peut-être devoir anticiper ce risque, même si vous n'avez pas atteint les 18 degrés à la récolte. Donc, gardez en tête que ce ne sont pas des règles absolues. C'est à vous d'identifier les cas de figure que vous avez dans cette fourchette de température et de mesurer les risques prévisibles selon que vous serez en dessous ou au-dessus de ces valeurs. Regardons à nouveau le cas de la pourriture rose et comment on gère ce type de situation. On va surtout se concentrer sur la température des tubercules à la récolte. Nous avons fait plusieurs projets de recherche à l'Université de l'Idaho en collaboration avec Miller Research pour observer l'incidence de la pourriture rose selon que les pommes de terre sont à des températures plus fraîches ou plus chaudes lors de la récolte et si elles sont blessées ou non. Et un des constats principaux que vous pouvez voir ici, c'est qu'avec des températures plus chaudes, les barres plus hautes du graphique vous montrent une plus grande incidence de la maladie pour la pourriture rose, que les tubercules soient blessés ou non. Les barres noires, vous le voyez, montrent qu'il y a une grande différence aux températures plus chaudes. Qu'il y ait blessure ou non, il y aura un plus grand risque de développement de la pourriture rose. Mais
À des températures un peu plus fraîches, si les tubercules ne sont pas blessés, le risque de pourriture rose diminue clairement. La pourriture aqueuse ou pourriture à pythium est un autre cas où il faut éviter les températures hautes. Qu'est-ce que cela nous dit sur les conditions de récolte et de manutention? Un des constats qui ressort pour la pourriture aqueuse, c'est que le potentiel de risque augmente à chaque hausse successive de la température. On parle ici de la température de la chair des tubercules au tout début de l'entreposage. De 13 à 21 degrés, vous voyez ces lignes qui augmentent bien nettement. Donc, si la température augmente, votre risque de pourriture aqueuse augmente. C'est une info à retenir pour décider le moment d'arrêter la récolte en fonction de ce que vous pouvez faire ensuite à l'entreposage. Mais sur le graphique de gauche, on constate que certaines variétés sont plus susceptibles que d'autres à la pourriture aqueuse. Et ça nous rappelle ce graphique précédent avec les lignes irrégulières autour de la fourchette de température de récolte recommandée. En fait, on voit que certaines variétés ne devraient pas être récoltées au-dessus de 18 degrés, ou même cela pourrait être 16 degrés seulement, juste parce que telle ou telle variété est plus sensible à certaines maladies. Donc, c'est une information à garder en tête. Soulignons le fait que de connaître la température de la chair des tubercules est nécessaire non seulement pour savoir quand arrêter les récolteuses, mais aussi pour vous informer sur le risque que la maladie se développe à l'entreposage. Et aussi, pour gérer ce lot récolté, vous devez connaître la température interne des tubercules pour savoir à quel niveau vos points de consigne devraient être, comment vous allez effectuer certaines décisions avec ce lot à l'entreposage. Eugenia Banks m'a envoyé cette photo de Jessica Van der Zag, des fermes Van der Zag dans le comté de Simcoe, en Ontario. Elle montre fièrement le relevé des températures internes des tubercules de sa récolte. J'aime beaucoup cette photo, car en effet, vous pouvez tirer tellement d'informations importantes à partir de cette charte des températures des tubercules, afin de garder la récolte sous certaines températures et de prévoir comment gérer cette récolte. Et selon les capacités de votre entreposage, vous allez décider quoi faire avec une récolte plus chaude. Alors, bravo Jessica, beau travail. Maintenant que nous en sommes à charger les pommes de terre dans l'entrepôt et que la récolte se termine, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire afin de contrôler les températures? Quelles seront les bonnes décisions? Les recommandations actuelles de l'industrie au moment de mettre les pommes de terre à l'entrepôt sont, en premier lieu, de retirer la chaleur du champ immédiatement. Et il y a plusieurs raisons à cela. Ensuite, on va faire cicatriser les pommes de terre à des températures d'environ 10 à 13 degrés durant 2 à 3 semaines. Puis, nous allons descendre ces pommes de terre jusqu'à leur température de conservation. Pour ces 2 à 3 semaines, il est vraiment important de se rappeler que les recommandations de diminution progressive de la température du champ préparent déjà l'étape de la cicatrisation et les étapes suivantes pour arriver au conditionnement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Si on se rappelle des objectifs de départ, les raisons de garder des températures assez tièdes au début sont de permettre aux blessures des tubercules de cicatriser, afin de minimiser l'entrée du fusarium et de la pourriture molle et d'autres maladies, ainsi que de minimiser la perte de poids. Une fois que c'est fait, on n'a pas besoin de rester à ces températures plus chaudes, surtout si on a des pommes de terre abîmées ou contaminées en entreposage. Donc, gardons en tête qu'on ne veut pas rester trop longtemps à ces températures, mais qu'on va devoir les diminuer, même si cela risque d'avoir des conséquences sur la couleur. C'est surtout pour ne pas risquer des éclosions de maladies dans l'entrepôt. Ce point est particulièrement important dans le cas où vous récoltez à des températures extérieures chaudes. En arrivant du champ, vos pommes de terre sont chaudes. Théoriquement, quand vous les mettez à l'entrepôt, vous ne pouvez pas compter sur de l'air frais extérieur pour les refroidir. Faisons le calcul seulement à partir de la chaleur due à la respiration. En effet, la respiration des tubercules génère une bonne quantité d'énergie sous forme de chaleur. Ces 18 degrés peuvent donc devenir 21 degrés après 12 heures. Cela montre l'importance de ventiler ces pommes de terre afin de les garder à cette limite de 18 degrés. Parce que si vous ne pouvez pas même rafraîchir un lot à cette température, la température de ce lot va continuer à augmenter, ce qui va rendre le refroidissement encore plus difficile. Donc, la question ne se limite pas à la température des pommes de terre à l'arrivée à l'entrepôt,
mais à savoir quels sont les moyens à votre disposition pour rafraîchir le lot, diminuer la température et la contrôler. Cela peut vouloir dire d'utiliser de la réfrigération. Il sera important de maximiser la capacité de refroidissement par circulation d'air qui est déjà à votre disposition. La pourriture aqueuse est aussi une maladie qui amène un problème d'eau en entreposage. On arrive donc à la gestion de l'humidité. Les maladies sont un problème important, mais que faire en plus avec l'eau qui s'écoule des pommes de terre en cours de dégradation? Pour faire la démonstration de la quantité d'eau qui sort des pommes de terre, voici un exemple à partir de patates atteintes par le gel, mais ce serait similaire avec une pourriture. Sur une durée de 24 heures, une pomme de terre de 6 onces ou 170 grammes va donner l'équivalent d'une shot pleine d'eau, un petit verre plein d'eau. Si vous commencez à additionner tout cela, en considérant la quantité de pommes de terre que vous avez dans l'entrepôt, le pourcentage de celles qui sont atteintes de maladie, vous pouvez évaluer la quantité d'eau qui va s'en dégager. Donc, voici d'autres décisions de gestion à prendre. Vous devez non seulement considérer l'éclosion et le développement de maladies sur ces pommes de terre, mais aussi gérer l'eau qui en sort. Vous devez être capable d'évacuer cette eau de l'entrepôt afin d'aider à garder cette récolte au sec. En plus de cette eau qui s'écoule des pommes de terre en décomposition, il y a une diversité d'environnements dans ce tas, donc une complexité à gérer. Il peut être difficile de savoir quelle est la température et l'humidité dans les différents endroits de cette masse de pommes de terre, spécialement s'il s'y trouve des tubercules malades. Donc, gardez en tête cette dynamique et que cette interaction entre la température et l'humidité est très forte. La ventilation est vitale pour l'ensemble de l'entrepôt dans cette situation. En premier lieu, vérifiez que la ventilation est adéquate pour obtenir le résultat voulu et tout d'abord fournir tout l'air que le système a été conçu pour livrer. Vérifiez donc que les conduits d'aération sont alignés et scellés et que la pression statique n'est pas trop haute. Attention à tous ces détails. Particulièrement dans le cas où un point chaud se développe. Nous voulons être sûrs d'envoyer au moins un peu de circulation d'air à cet endroit. On ne veut pas s'apercevoir trop tard que les conduits sont dirigés par exemple vers le sol. Donc il est très important de vérifier que tout est bien aligné, car c'est essentiel pour protéger votre récolte durant l'entreposage. Vous voulez aussi surveiller le delta T souhaité, la différence de température recherchée. Évidemment, le delta T dépend de la pression de maladie présente dans l'entrepôt et de ce que vous voulez faire face à cela. Donc, vous pouvez travailler avec vos delta T, c'est-à-dire la différence de température entre la base et le haut du tas de pommes de terre. Vous avez besoin d'assécher le tas de pommes de terre et de faire face à un éventuel problème de maladie. Quand il y a des pommes de terre infectées, la gestion des points chauds est critique. Dans ces cas-là, la ventilation ciblée peut vraiment être utile pour essayer de contenir ces points chauds et d'éviter qu'ils ne s'étendent. Continuez les pratiques habituelles de surveillance des lots entreposés. Il faut surveiller l'apparition de dépressions dans le tas ou de changements dans la température. Si vous repérez des odeurs, cela va vous aider à localiser les points chauds qui se développeraient ou qui s'étendraient et à être proactif. Cela peut éventuellement amener à prendre des décisions comme par exemple, il faut déplacer une partie de ce tas ou il faut déplacer tout le volume présent dans l'entrepôt. Lorsqu'on a des pommes de terre infectées, que ce soit par le mildiou, la pourriture aqueuse ou la pourriture rose, on est toujours préoccupé par le risque d'une infection secondaire à la pourriture molle. Cette pourriture est sensible à la température, donc dès qu'on peut diminuer la température, ce sera bénéfique pour diminuer le risque d'une infection à la pourriture molle qui arriverait par-dessus une infection primaire. La recherche a montré que la pourriture molle répond à des températures inférieures à 16 degrés Celsius. Ça veut dire que la multiplication de ce pathogène est alors bien moindre qu'à des températures supérieures à 16 degrés. On voit cela aussi à une température de 10 degrés Celsius. On parle beaucoup de ça avec les pommes de terre fraîches. Donc, on peut vouloir aller aussi bas avec la température lorsqu'on veut prévenir la pourriture molle. Ce que ça signifie, c'est que si vous avez la capacité de refroidir votre lot de pommes de terre, cela vous donne un outil pour combattre la pourriture molle. Le flot d'air de la ventilation est votre meilleur ami dans cette situation.
Vous voulez arriver à assécher le tas de pommes de terre, surtout si vous devez gérer un début de pourriture aqueuse. Voici une expérience qui montre l'effet de l'exposition à l'air sur la viabilité de certains pathogènes sur la surface de la pomme de terre. Ça a été fait dans des conditions plutôt sèches. Ici, nous avons une quantité connue de pathogènes, soit du mildiou, de la pourriture sèche, de la tache argentée ou de la pourriture molle, qui est déposée sur les pommes de terre. Voyons voir ce qui va arriver petit à petit. Ici, c'est le temps zéro avec un pourcentage de viabilité défini. Et vous voyez, juste 30 minutes après que le pathogène a été déposé sur la surface de la pomme de terre, la viabilité de la pourriture molle commence déjà à diminuer. Donc, le pathogène perd 70% de sa viabilité seulement du fait du dessèchement. Après 1 heure, il ne reste plus que 10% de viabilité pour la pourriture molle. Et vous voyez un début de diminution de la viabilité du mildiou également. Donc, vous commencez à assécher un peu l'entrepôt. Vous êtes maintenant rendu à 2 heures. Même si ces pathogènes sont juste déposés à la surface des pommes de terre, cela montre bien la capacité de la ventilation à vous aider dans certaines situations, particulièrement avec de la pourriture molle. Rappelons ici qu'on a un air non humidifié. Quelles sont nos autres options à l'entrepôt? Il est possible de réduire l'humidité, on vient d'en parler un peu. Vous pouvez prendre des décisions en fonction des pathogènes qui ont été identifiés dans le lot, de quelle ampleur est la contamination, de la quantité d'eau qui sort déjà, etc., tous ces facteurs. C'est donc un jeu d'arbitrage, entrepôt par entrepôt. Pour ce qui est de la ventilation, bien entendu, vous maximisez la durée de fonctionnement de la ventilation. Vous pouvez augmenter la circulation d'air au maximum, par exemple avoir des VFD ou moteurs à fréquence variable. Vous pourriez aussi ajouter des ventilateurs supplémentaires, par exemple des ventilateurs à grains à l'entrée des conduites. Certains producteurs dirigent des ventilateurs vers les points chauds directement et ont rapporté que traiter ainsi des points précis de l'entrepôt a été efficace. Donc, là encore, il faut travailler au cas par cas selon la situation à laquelle vous faites face. Voici un exemple d'un projet de recherche que nous avons fait il y a quelques années sur les effets de la gestion en tout début d'entreposage sur le potentiel d'infection à la pourriture molle sur des pommes de terre qui étaient déjà infectées, soit par du mildiou, soit par de la pourriture rose. Et ce que nous avons constaté, c'est que si nous pouvions réduire l'humidité à 80% au lieu de 95%, et diminuer la température de cicatrisation à 10 degrés Celsius au lieu de 12,8 ou 13 degrés, eh bien, nous pouvons modifier la situation et voir bien moins d'apparition de pourriture molle sur les tubercules déjà infectés. Donc, à notre avis, c'est une recommandation possible pour le conditionnement afin de minimiser cette infection à la pourriture rose. Vous voyez à nouveau, nous jouons ici avec ces éléments de base, la température, l'humidité et bien sûr l'importance de la ventilation pour la prévention de la pourriture molle. Voici un exemple de photo prise durant cet essai. Cela nous donne une bonne idée de la façon dont la maladie se répand. Les tubercules infectés soit par le mildiou, soit par la pourriture rose étaient contenus dans ce filet posé au milieu des pommes de terre saines. On voit comment ces organismes pathogènes se répandent et aussi les signes de la pourriture molle. Un petit retour en arrière maintenant. Avant même que l'on soit rendu à l'entreposage, regardons quelles sont les recommandations d'application de traitement en post-récolte. En particulier, nous avons 2 situations à gérer ici. D'abord, il y a les pommes de terre qui étaient déjà en train de pourrir dans le champ. Qu'est-ce qu'on doit faire avec celles-là à l'entrepôt? Mais nous sommes aussi préoccupés parce qu'elles sont en train de couler et de tacher les pommes de terre saines. Alors, comment faire pour que ces tubercules sains ne soient pas infectés? C'est ce que nous avons vu précédemment. On va pouvoir travailler avec la température, la ventilation, contrôler l'humidité, ce qui nous permettra de prioriser et de faire des décisions de gestion. Mais quelles sont nos autres options? Eh bien, une de ces options est d'utiliser les fongicides de type acide phosphoreux sur les lots de pommes de terre allant en entrepôt.
Bien sûr, il existe plusieurs types d'équipements possibles pour faire ces applications et s'assurer d'avoir la bonne technique et le bon volume appliqué sur les pommes de terre. Voici quelques exemples des volumes d'application et à quoi cela ressemble une fois appliquées sur les pommes de terre. Elles sont à peine mouillées et celles dans le cercle vert ont reçu environ un demi-gallon par tonne, ce qui est le taux d'application visé. Si les pommes de terre commencent à être trop brillantes ou trop mouillées, c'est probablement une application excessive. Donc, soyez attentif à la quantité d'acide phosphoreux appliquée et assurez-vous de la cibler correctement. Nous avons fait un énorme travail de recherche pour vérifier l'effet des acides phosphoreux sur l'incidence du mildiou en entrepôt, tout comme bien d'autres labos l'ont fait aussi. Ce produit est devenu universel pour ce genre de situation. Je voulais vous montrer quelques-unes des données qu'on a obtenues. Les barres en jaune indiquent le pourcentage d'incidence de maladie après l'application de produits à base d'acide phosphoreux, qui protègent les pommes de terre saines. Vous voyez que le taux d'application ciblé de 12,8 onces liquides par tonne a montré qu'il est efficace pour éviter que les tubercules soient infectés par le mildiou. 12,8 onces correspondent à 364 millilitres, soit à peine plus d'un tiers de litre, ou presque une tasse et demie, pour une tonne de pommes de terre à traiter. En résumé, vous avez deux voies pour gérer l'entreposage des pommes de terre contaminées par le mildiou. Votre première approche est de s'occuper des pommes de terre qui arrivent du champ déjà infectées, qui pourraient se dégrader durant l'entreposage. Et votre deuxième approche est de minimiser la contamination et l'infection des pommes de terre saines durant la période d'entreposage. Donc, nous avons parlé de tenir compte des variétés et aussi de l'exclusion. La température de la chair des pommes de terre joue un rôle très important sur la gestion de la température globale. Encore une fois, vous devez trouver un équilibre en tenant compte des lots qui sont déjà dans l'entrepôt ainsi que de la bonne couleur recherchée pour les pommes de terre à frites. Et attention aux blessures qui font une grosse différence. Les bonnes pratiques de ventilation sont vos meilleurs atouts ici, en ajustant les taux d'humidité à votre avantage pour sécher les pommes de terre. Vous devez bien comprendre ces facteurs, l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble de la récolte, et d'autre part, vous pouvez utiliser les traitements post-récolte. Donc, c'est une approche intégrée. Il y a les actions à réaliser dès la récolte, puis tôt à l'entreposage, et ensuite bien surveiller les lots et vous assurer que vous maintenez vos objectifs pendant toute la saison d'entreposage.